Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Est-ce qu'on va être pour toujours en vrai ou est-ce que bientôt on sera des intelligences artificielles? Remplacé par l'intelligence artificielle? Remplacés par des intelligences artificielles. Peut-être. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Le jour où l'intelligence artificielle nous dépasse et décide Faire des podcasts. d'être autonome, de faire des podcasts, mais aussi... Si quelqu'un décide d'avoir l'idée absolument créative de demander un podcast animé par deux hommes blancs privilégiés, vous allez être à même de le faire on vous-même. va se faire remplacer. On est déjà tellement original. Aujourd'hui, on reçoit la présidente de l'UDA, actrice de carrière, comédienne, Tania Contoyani, qui maintenant milite pour les artistes, qui fait pression sur les gouvernements pour protéger les artistes et donc notre culture, notre langue et compagnie. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, évidemment, parce que je baigne dans ce milieu-là dans la vie. Puis on parle d'enjeux très concrets, très réels, nouveaux enjeux, entre autres ceux de l'intelligence artificielle, qui remplacent les artistes tranquillement à plusieurs sphères, que ce soit les comédiens, justement pour le doublage, etc., la traduction, les voix hors champ, la musique, évidemment. La musique, maintenant, peut être générée par intelligence artificielle. On en parle dans le podcast. J'en ai parlé aussi sur d'autres tribunes récemment de ça. C'est un vrai phénomène qu'on voit des groupes musicaux qui ont été générés par un dude quelque part, puis qui prend la place que des humains pourraient prendre sur des playlists, sur des plateformes, etc., etc. Donc, inquiétant. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que ça va faire disparaître le métier d'artiste, de créateur, de musicien, d'acteur pour être complètement remplacé parce que ça coûte moins cher créer? Les métiers aussi de graphiste. On a vu, il y a des polémiques récemment aussi, de certains festivals qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des affiches à moindre coût, évidemment, ou des boîtes de pub qui n'ont plus besoin d'engager de graphistes ou d'illustrateurs ou de créateurs pour faire leur affiche, qui peuvent les faire eux-mêmes. Ah, petite parenthèse sur ça, puis probablement que quand le podcast va sortir, la polémique va être passée parce que le Festival d'été de Québec, évidemment, qui est le festival duquel on parle, ça va être derrière nous depuis quelques semaines déjà, mais combien de monde, tu penses, ont vu l'affiche du gars avec 4 doigts sans le flaguer? Ben, c'est ça qui est capoté. Au-delà de ça, au-delà de comme toute l'histoire de prendre l'intelligence artificielle pour faire leur campagne de marketing, combien de monde ont vu passer l'affiche du gars qui a juste 4 doigts? Puis on juste fait l'oiseau qui a une patte. Ben, je veux dire, c'est peut-être la preuve que c'est pour ça que ça prend aussi des artistes dans l'eau. Ouais. Pas juste les dos d'en haut qui pensent qu'ils sont créatifs puis qui peuvent maintenant on n'a plus besoin d'engager des illustrateurs, on est capable de le faire nous-mêmes, puis ils sont pas capables de voir que l'oiseau il a une patte. Puis que l'homme a 3 doigts, 4 doigts. Que le gars a 4 doigts. En tout cas. Bref, c'est une mini-parenthèse à ce sujet-là. Fait que, conversation passionnante. Aussi, tu sais, on a parlé évidemment au début de sujets. Je pense que tout le monde était d'accord autour de la table que, tu sais, l'importance de la culture, à quoi ça sert, puis qu'est-ce qui arriverait si on l'encourageait pas, si on la finançait pas. Le Québec, on est dans une situation particulière, minoritaire au Québec, linguistiquement parlant puis culturellement parlant. C'est pour ça qu'il faut faire un effort, je pense, accru. Puis là, je répète des choses qu'on a dit dans le podcast, mais qu'il faut faire les efforts d'encourager, de protéger notre langue, notre culture. Sinon, naturellement, elle va être appelée à disparaître, à se faire assimiler parce qu'on est juste un petit village gaulois dans un monde anglophone américanisé. Fait que, sur ça, on va aller à la discussion parce que... juste avant la discussion, si vous écoutez, vous aimez le Sans Fil podcast, la meilleure façon de nous encourager, c'est de prendre action puis d'interagir avec ce qu'on fait. Fait que soit abonnez-vous à nos chaînes si vous n'êtes pas déjà abonné, laissez un commentaire sur YouTube, partagez sur les réseaux sociaux. Si vous aimez les conversations, c'est la meilleure façon que vous pouvez encourager le contenu qu'on vous offre maintenant depuis plus de 6 ans gratuitement. Fait que merci la gang d'être toujours là et bon podcast.
Bonne écoute. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. J'en reviens pas qu'encore on est obligé, les arts, de dire les retombées économiques, c'est tant. L'apport au PIB, c'est tant. C'est plus que les mines, c'est plus que l'industrie lourde, l'aéronautique, par exemple. C'est des retombées, en plus, qui retombent pas sur nous. Ça retombe dans la société, tu sais. Alors, les artistes, on s'est toujours dit, quand on a choisi notre art, qu'on se mettrait pas riche avec ça. Hein. Là, il y en a pas ben, là. Je sais pas dans ton entourage. Moi, il y a personne dans mon entourage qui pensait qu'elle allait se mettre riche avec ça. Ouais. On est capable d'accepter la réalité. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas un loisir non plus. C'est un travail. Tu es supposé payer ton loyer puis nourrir tes enfants avec ça. Là. Ouais. T'es à l'aise qu'on commence là, le podcast? On commence. Ouais. Mais oui, c'est ça absolument. Puis tu sais, le mot vrai job, ils ont dit, ben trouvez-vous une vraie job, c'est pas capable de vivre. Puis ça me fâche tellement parce que c'est pas parce que oui, on l'a décidé de faire ça par passion, mais c'est du travail. Moi, quand je vais faire un show à Gaspé, là, puis que je suis parti 3 jours, puis je fais 10 heures de route, puis que je load le truck, je déload le truck pour faire mon heure de musique, c'est une vraie job, là. Tu sais, je suis désolé, là. Oui, puis là, tu calculé ton tarif à l'heure quand tu fais ça? Ben, c'est ça. C'est ça, c'est des scènes, quasiment. C'est en bas du salaire minimum, là. Ouais. Quand est-ce qu'on a dit que nos artistes travailleraient en bas du salaire minimum? Quand est-ce qu'on a décidé ça? Quand on est appelé les passionate workers, là, en anglais, qui acceptons des conditions vraiment nulles pour... Parce que c'est la passion. Parce que c'est la passion. Mais attends, là, le neurochirurgien, là, il fait pas ça par obligation. Hein. Lui aussi, il avait une passion au départ. Lui aussi, il décide de faire ça. Là, les gens me disent, ouais, mais c'est boiteux, ton affaire, lui, il sauve des vies. Ah oui, puis qui a dit que l'esprit puis l'âme, ça mérite pas d'être sauvé? Parce que si les artistes se trouvent tous des vrais jobs, ben il n'y a plus de culture. S'il n'y a plus de culture, il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de Québécois, il n'y a rien, là, c'est fini, là, je veux dire. Puis les gens ne se rendent pas compte à quel point la menace est réelle. Je sais que l'un de vous deux s'en rend compte, là, puis que c'est un enjeu qui dit la survie de la culture francophone au Québec. Je me souviens plus. Je pense que c'est notre point aux deux. Les deux, on aurait pu dire ça. C'est vraiment, tu sais, c'est très inquiétant en ce moment, puis je suis pas sûre que nos concitoyens mesurent l'ampleur du danger. Ouais. Puis, tu sais, dans cet argumentaire-là, juste pour... parce qu'on a déjà attribué beaucoup de temps à cette discussion-là qu'on a eue par rapport à Radio X. Mais même les musiciens avec qui tu travailles, pour qui ça fonctionne le mieux, là, c'est ça. Mettons, même ceux qu'en ce moment, là, ils remplissent des salles, même ceux qu'il y a un succès critique énorme, qui gagnent des prix, même eux arrivent limite. Ouais. Tu sais, même ceux que ça roule, tu sais, que dans tous les standards ou les critères de qu'est-ce qui peut rouler, ça roule. Mais puis tu peux pas mettre un billet de show à 150$, là, non, tu peux pas, parce que tu veux que ton show soit accessible. Exact. Donc, tu peux pas faire ça, puis tu veux pas faire une culture élitiste où ce que c'est juste ceux qui ont les moyens qui peuvent aller voir le travail de nos artistes, tu sais. Fait que, effectivement, moi, écoute, ça me fait vraiment quelque chose parce que cette année, c'est la première année qu'à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui a du succès, que les gens connaissent, là, qui fait le métier du théâtre, par exemple, ou de la scène musicale, ou même de la télé, depuis 30 ans, qui vit de ça, puis qui me dit, mais là, j'y arrive plus. J'y arrive plus, tu sais, j'arrive plus à me dire, OK, mon travail va me suffire pour payer mon loyer. C'est plus possible. On a un vrai problème de société, là. Mais oui. Puis juste de dire, tu sais, l'argument d'offre et de demande, puis que le marché se régule de lui-même, puis de dire, ben si tu n'es pas capable de gagner ta vie, c'est parce qu'il y a un problème, tu n'es pas capable d'attirer assez de monde à tes shows. Tu sais, c'est pas ça, là, tu sais. Puis il utilisait le parallèle du joueur de hockey. Il disait, moi, si je joue dans une ligue de garage de hockey,
je demande pas au gouvernement de payer pour ça, mais c'est comme, là, on parle du monde qui sont dans la Ligue nationale, là, des arts, là, qui sont qui sont les meilleurs de la... Quand tu es le meilleur dans ton domaine, de peu importe le domaine, là, mettons, je suis le meilleur ingénieur ou même je suis le meilleur plombier du Québec, je risque de bien gagner ma vie, puis je risque d'avoir, mais même ceux qui ont de la job, c'est, mettons, moi, faire de la musique, faire un show, pour ce que je suis payé, faudrait que je fasse 300 shows dans l'année pour être vraiment confortable. Mais personne ne peut faire ça, 300 shows dans une année. C'est comme si tu fais 100 shows avec les pratiques, avec le temps que ça te prend de préparer, avec les déplacements, tout ça. Tu fais 100 shows, 150, le gros max, si tu n'arrêtes pas. Puis là, tu vois brûlé, pas, mettons, tu as des enfants, tu ne vois pas la moitié de l'année. Ouais. C'est ça, t'es parti. T'es parti sur la route, les soirs, t'es jamais avec eux. Puis au Québec, à 300 shows par année, tu remplis plus tes salles. À la fin, le monde, ils t'ont vu 3 fois. Là, non, mais tu sais, mettons. Tes fans, ils t'ont vu. Ouais. Mais c'est ça, mais puis c'est vrai pour la musique. Imaginez la danse. Ouais, ben oui, c'est ça. Qui fait 300 shows de danse dans une année? Personne. En plus. Puis je veux dire, eux autres non plus sont pas très payés. Là. Puis quand ils font une run de show, c'est 3 shows à peu près. En théâtre, il y a une comédienne qui disait dans un journal, elle a fait, puis je la connais bien, c'est une grande dame de théâtre chez nous. Dans la quarantaine, elle a déjà de l'expérience. Elle a joué dans 6 spectacles. Elle n'a pas fait 40 000, là. Oui, exact. Tu sais, c'est capoté. C'est beaucoup d'heures de répétition, c'est beaucoup d'heures loin de son enfant, c'est beaucoup de soirs à ne pas être chez elle. C'est pas un loisir, les arts. Les gens pensent que c'est un loisir puis que c'est une ligue de garage. Quand on leur parle des problèmes, je leur dis souvent, mais pensez pas que je suis en train de défendre un artiste qui aurait voulu être un artiste puis qui travaille pas. Je vous parle de gens dont c'est la carrière, puis des bonnes et grandes carrières riches qui ont apporté, contribué à la société québécoise. Mais qu'est-ce qui a changé tant que ça pour que on dérive de même là, depuis une quinzaine d'années? Vous, votre diagnostic, c'est ça la question. J'allais te poser la question, en fait. Là. Je pense que tu es mieux qualifié que moi, en tout cas, définitivement. Mais je pense qu'on se fait vampiriser en ce moment. Tu sais, quand j'entends il y a trop d'offres, il y a trop d'artistes, non. Une société avec beaucoup d'artistes, c'est une société saine démocratiquement. C'est une société qui révèle qu'elle est créative, qu'elle est prête pour l'avenir, parce que c'est par les arts qu'arrive l'avant-gardisme, c'est par les arts qu'arrivent même les développements technologiques, c'est les arts qui contribuent à les faire avancer. Pas seulement, mais beaucoup. Qui contribuent, oui, tout à fait. Qui contribuent complètement. Puis, on se fait vampiriser parce que l'arrivée des big tech, puis ces plateformes-là, on s'en est pas méfié. La musique est victime de ça depuis le début des années 2000. Fait qu'on va dire que ça fait 25 ans que vous perdez vos redevances, vos conditions de travail, que vous vous faites justement cannibaliser par des 100%. Cultures étrangères, alors qu'on consommait 80% de notre musique avant. On a diminué 10 fois de ça ou plus. Moi, je pense qu'on ne s'est pas méfié, mais il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop tard pour moi. Puis, je veux plus entendre les gens dire qu'il y a trop d'artistes chez nous. Les artistes qui voudraient en être, il y a comme une loi de la jungle, je vais dire, ou une loi naturelle qui les tasse. C'est des artistes, mais ils sont obligés de faire d'autres choses à côté. Là, on parle de des gens qui ont des carrières et dont ils vivent de ça, là. Eux, c'est problématique en ce moment parce que les redevances pour les auteurs, compositeurs, interprètes sont faméliques. L'intelligence artificielle arrive, on se fait voler nos voix, nos images. Tu sais, Spotify copie sous ton nom, sous ton image, crée des albums avec ton style puis les diffuse comme si c'était les tiens. Donc, la petite tarte que tu as, la petite pointe de tarte que tu as, ils viennent te la gruger davantage. Mais là, on est en pleine criminalité, là, d'une certaine façon. On se fait dérober, là. Ouais. Bien, ça, c'est ça qui est particulier avec ces plateformes-là, c'est que, tu sais, on avait un écosystème qui était réglementé. Il y avait il y avait les radios, il y avait les quotas de musique francophone, on s'assurait qu'il y a un certain équilibre qui fonctionne. Puis là, eux autres, ils arrivent, puis là, en disant, nous autres, on n'est pas une radio, c'est une plateforme tu sais, en jouant sur les mots, finalement, on est au-dessus des réglementations, puis on n'a pas besoin de s'y plier. C'est assez capoté, là, tu sais, c'est ça. Puis c'est d'accepter que les règles changent. Tu sais, au départ,
le piratage, télécharger de la musique illégalement, ben, c'était illégal. Mais là, tu sais, c'est pas def. Tu sais, quand on avait, ben pour vous, là, moi, quand j'avais mes petites cassettes, là, puis là, je copiais ce qui se passait à la radio, mais hey, c'était moi puis 2-3 chums qui en profitaient, là. Je veux dire, on écoutait la musique parce qu'on n'allait pas s'acheter les albums, parce que, tu sais, on n'avait pas les sous pour, ou je sais pas trop. Mais on le copiait, on se faisait des listes, on l'écoutait à 2-3. Mais là, eux, ils te copient, ils font beaucoup d'argent avec ça, là. Beaucoup d'argent avec ces copies-là. Alors, quand est-ce qu'on a décidé en société que c'était correct pour les artistes de travailler sans être payés? On n'a pas décidé ça, personne. Là. Donc, on ne peut pas se faire imposer une exploitation puis un piratage comme ça, parce que le piratage, aujourd'hui, il rapporte beaucoup. C'est clair. Puis quand on leur demande des redevances là-dessus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous amènent en appel parce qu'ils contestent la loi canadienne sur les redevances. Attends, tu te nourris de cette industrie musicale-là qu'on veut aider. Tu te nourris de cette industrie audiovisuelle-là qu'on veut préserver. Sous quel droit tu vas nous voler sans nous redonner quelque chose? C'est ridicule, enfin. Ben c'est ça. Puis ce qui est dommage, c'est qu'au final, tu sais, la culture, les arts, on le fait. On a décidé de le faire parce que ça nous passionnait, mais on le fait parce qu'on veut donner ça au monde, tu sais. Puis justement, l'argument de dire, ben, aller faire autre chose, ben, comme tu disais, si tout le monde le fait, au final, c'est la population qui... on disparaît. Comme culture, on disparaît si les artistes commencent à faire d'autres choses. Exact. C'est la population qui paye juste le fait de avoir accès à la culture, puis plus largement, culture, langue française, identité nationale, québécoise, tout ça est imbriqué ensemble. Puis si la culture disparaît, tu sais, en ce moment, il y a une effervescence, il y a comme un genre de renouveau souverainiste par les jeunes qui passe par les arts, qui passe par les nouveaux artistes, par les nouveaux rappeurs virals sur TikTok qui sont souverainistes, tu sais, puis on enlève ça, puis c'est une grosse partie de notre histoire, de notre culture qui disparaît, puis pour revenir aussi, parce que, tu sais, il y a plusieurs axes de solutions possibles, tu sais, il y a, tu sais, la partie financement public, la partie réglementation des plateformes, puis il y en a possiblement d'autres aussi, mais tu sais, par rapport au financement public, ce que le monde, ils ne comprennent pas aussi, puis tu sais, mettons, si je reviens à la critique Radio X, c'est les autres, ils pensent que quand on fait une demande de subvention puis qu'on reçoit une subvention, c'est comme, ben, je mets ça dans mon compte, je m'achète un char avec ou je mets un cash down sur ma maison avec ça. C'est comme, la subvention, elle vient pour faire un projet, là, un film, un album avec lesquels je vais engager du monde. Je justifie chacune des scènes que j'ai reçues, qui j'ai payé. Puis après ça, c'est des gens qui font rouler l'économie, qui font ce métier-là. Puis aussi pour aller faire un show à Gaspé, là, aller faire un show à Gaspé, ça coûte cher, là, louer un truck, puis rouler jusque-là, puis si on enlève les aides, exemple, les aides à la tournée, ben le monde à Gaspé, il y aura plus de bands qui vont venir les voir. Ben, d'ailleurs, tu parles de Gaspé, il y a une inéquité régionale incroyable pour l'accès à la culture. Là, je veux dire, imaginez que des régions au Québec où c'est 2 fois par année, mettons, que tu as une occasion de voir un spectacle que les Montréalais peuvent avoir à tout bout de champ. Il y a une inéquité régionale énorme, puis encore pire chez les jeunes, je trouve. C'est une chance que la jeune génération, justement, sont très liés à leur manière par TikTok, par exemple, mais on le voit que tout à coup, il y a quelque chose qui est en train de naître dans cette génération-là. Puis j'espère qu'ils vont être capables de nous influencer puis de nous raccrocher à notre culture québécoise, parce qu'en ce moment, à regarder le pourcentage de produits culturels étrangers qu'on consomme, mais on va se transformer par en dedans, là. C'est-à-dire que c'est ce qu'on regarde puis écoutons comme culture qui nous influence puis qui nous rend qui on est. Moi, j'ai envie qu'on reste québécois. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose ici chez nous qui m'apparaît humain, qui m'apparaît pacifiste, qui m'apparaît tourné vers l'avenir, puis j'ai pas envie de perdre ça puis de me ramasser avec
une culture machiste un peu qui néglige les moins bien nantis d'entre nous. Mais pourquoi on veut aller là? On veut pas aller là. On a été toujours une société qui a veillé par la santé, par l'éducation, par la culture à prendre soin de ses citoyens. Puis là, tout ça est en train de s'effondrer au moment où on se parle. Tu sais, éducation, santé, culture, nos piliers là, qu'on a bâtis, surtout par les artistes d'ailleurs, dans les années 60-70, puis qui ont mis le Québec sur la map. Là, tout à coup, on laisse tout ça s'effriter, puis on permet une pénétration de culture étrangère très violente, je trouve. Ouais. Tu sais, les gens mesurent mal à quel point c'est violent pour notre culture, ce qui est en train de se passer. Oui, puis tu sais, l'argument aussi de dire, ben les États-Unis, eux autres, tu sais, ils profitent pas de ce genre de financement-là, puis ça va très bien leur affaire, puis genre, c'est les meilleurs qui gagnent puis qui s'en sortent. Tu sais, c'est tellement comparer des pommes et des oranges. Je veux dire, la réalité américaine, de un, le marché est pas du tout le même, le bassin est infiniment plus gros, puis en plus, peut s'adresser potentiellement à presque tout le monde parce que c'est la langue la plus parlée dans le monde. Fait que la culture américaine, elle a un potentiel c'est une industrie. C'est une industrie lucrative. On pourrait même pousser un petit peu plus puis dire c'est une industrie lucrative de la propagande parce que d'une certaine façon, leur but, et on le voit de plus en plus clairement avec l'attitude puis les modèles d'affaires des big tech, c'est une pénétration culturelle pour tout anéantir. Je veux dire, prenons les gens qui arrivent ici là, de l'étranger. Peu importe la culture de laquelle ils arrivent, ils ont un point commun, ils ont tous consommé du Netflix, puis du Disney, puis du Spotify, OK? Donc, ça devient la culture commune, là. C'est très dangereux ce qui est en train de se passer pour des endroits comme le Québec ou l'Islande ou l'Allemagne même. Parce que tu as une culture tout à coup locale, distincte, qui est censée être protégée. L'UNESCO a fait cette convention-là pour protéger la diversité culturelle. Et là, en ce moment, les gens qui sont en déplacement partout à travers le monde, c'est quoi qui les rallie? Ben, c'est la culture américaine. Exact. Il faut résister à ça, là. C'est pas... Parce que c'est ça, ils n'amènent pas juste leur culture personnelle de l'endroit d'où ils viennent qui permettrait un métissage puis une intégration plus simple. Ils amènent une culture américaine, dans le fond, qui a déjà des fondements ici, puis avec lesquels ils peuvent juste se rattacher, puis ils ne ressentent pas le besoin nécessairement de s'intéresser à l'autre culture parce qu'ils ont déjà ces agrafes-là dans la culture qu'ils possèdent. C'est pas juste de l'extérieur, ça se fait de l'intérieur aussi. Non, mais exact, c'est ça. Dans le sens que, tu sais, moi, je suis encore d'une génération qui a grandi en écoutant la télé québécoise parce que c'était les postes qu'on avait accès, puis en écoutant La Fureur, en écoutant du contenu culturel québécois. Mais tu sais, aujourd'hui, je veux dire, le contenu culturel québécois est une option parmi tant d'autres et pas plus mise de l'avant, même moins mise de l'avant que la culture américaine. Donc, même de l'intérieur, on s'américanise si on fait rien. Là, exactement. Comme j'ai déjà dit, le 51e État, c'est à l'intérieur que ça va se passer. Ça continue comme ça. Mais pour ceux qui comparent le modèle d'affaires américain, mettons hollywoodien, à notre télé et notre cinéma, tu l'as dit, le marché n'est pas le même. Premièrement, le leur est international, le nôtre qui est francophone. C'est quand même beaucoup de monde, mais c'est dur de percer. Puis ici, comme dans toutes les autres cultures locales, c'est plate, hein, mais un film, tu peux pas comparer ça à une auto. Je veux dire, on subventionne nos arts à un niveau minimum. C'est-à-dire qu'à part peut-être la télé et le cinéma qui jouissent d'un plus grand financement, je veux dire, la musique, les arts vivants, tout ça, c'est quoi? C'est du 20 du 25 et c'est pas la fin du monde. On donne des dizaines, centaines de milliards à l'aéronautique. On sort dans la rue pendant 6 mois pour même pas 1% du budget. Tu sais, à un moment donné, pour avoir 40 millions, là, pour compléter le budget du Conseil des arts et des lettres du Québec. Puis notre ministre le dit souvent, ben non, un film, un morceau de musique, un livre, ce n'est pas un produit comme les autres. C'est pas comme s'acheter une paire de chaussures. Ça mérite un soin. Ça mérite de l'attention parce que ça nous définit, ça nous donne un miroir de qui on est, de qui on veut être, ça nous projette dans l'avenir, ça raconte nos histoires. C'est vraiment, il ne faut pas sous-estimer le rôle des arts et de la culture dans nos vies. C'est ça que, tu sais, que je me pose à chaque fois, justement, les gens qui vont critiquer
le concept de financement de la culture, c'est quoi l'alternative que tu vois que justement que les gens en région ont pu accès à des spectacles, qu'il n'y a juste plus de culture qui peut se rendre là, qu'on a plus de films québécois qui font la tournée des festivals puis qui rayonnent à travers le monde, après ça que le public peuvent se reconnaître, consommer, qu'on n'ait plus de musique. Tu sais, ça enlèverait toute diversité. Exact, donc, tout ce qui est marginal, tout ce qui est alternatif, resterait, tout ce qui recherche. Tout le monde pourrait aller voir Paul Piché encore en spectacle. C'est rien contre Paul Piché, puis c'est un acteur important de la culture québécoise, mais à entendre cet argumentaire-là, c'est juste le monde que ça marche à côté puis qui remplisse encore toutes les plus grandes salles qui pourraient continuer à... C'est un micro-pourcentage. Du monde qui achète encore des albums, puis tout le public de Paul Piché qui achète encore les albums, qui vont encore dans des grosses salles, qui payent encore ça, ça va rester. Mais c'est juste ça qui va rester. On a parlé plusieurs fois. C'est rien que ça serait... C'est cool pour Paul Piché, puis c'est pas une critique envers Paul Piché, mais comme tout ce qui est émergent et marginal arrêterait d'exister. Puis si tu enlèves la recherche puis le développement, tu sais, les gens pensent que la recherche et le développement, c'est juste en médecine ou je sais pas moi, en ingénierie. Non, chez nous aussi, là, chez les artistes, la recherche et le développement, c'est important. Ouais. C'est ça qui fait que tout à coup, tu découvres le nouveau style, une nouvelle tendance, tu pousses plus loin tes arts. Puis ça nous a vraiment rendu connus, l'expertise musicale, chorégraphique, théâtrale, cinématographique, littéraire, art visuel. Hey, on a beaucoup d'expertise dans tous les domaines, puis on rayonne avec ça. Alors, je comprends pas vraiment les gens qui disent que pourquoi on finance la culture puis qu'on est des quêteux. Hey, s'ils voyaient comment on fait des miracles avec 2 piastres, là, ça serait... toutes les industries pourraient s'inspirer de nous. Oui, c'est ça. Puis aussi, ce que les gens qui comprennent, c'est qu'on n'est pas la seule industrie qui est subventionnée. Au contraire. Là, on est souvent la moins subventionnée. On est souvent la moins subventionnée. Puis on en parlait ce matin avec Jean-Martin Lassan. Des contrats publics, la personne qui fait les routes dépense 100% des fonds publics, tandis que l'artiste en musique, ça va être un micro-pourcentage de la vente de billets qui rentre là-dedans. Il y a d'autres sources de revenus. Puis ça génère des revenus, ça génère des retombées économiques, ça génère... Justement, si je reprends un exemple de Gaspé, s'il y a une vie culturelle à Gaspé, ben il y a plus de tourisme à Gaspé, il y a plus de monde dans les restos, plus de monde dans les bars. Fait que, tu sais, tout ça est à prendre en considération. Les chambres de commerce, d'ailleurs, tu sais, quand les gens d'affaires commencent à se prononcer pour la culture, là, c'est vraiment significatif. La chambre de commerce qui a fait un forum, puis ils ont pris des résolutions de vraiment être pour tous les arts vivants, là, justement, arts et spectacles, surtout parce que eux, c'est ça qui crée des retombées pour les chambres de commerce. Tout ce mouvement-là que ça crée, hôtelier, restauration, etc., il y a des retombées réelles. Puis comme je l'ai dit tout à l'heure, ça retombe pas toujours sur nous, là. C'est vraiment c'est un apport à la société économique d'abord, mais surtout et avant tout identitaire, culturel, d'enrichissement, là. Qu'est-ce que tu penses du projet du ministre Lacombe de réglementer les plateformes pour... qui soit contraint à présenter plus de contenu québécois? Penses-tu que c'est réalisable? Je pense que c'est réalisable. Je pense qu'en ce moment, je dirais que c'est très courageux, c'est très déterminé, c'est démontrer que c'est vrai que la culture compte pour lui et que toutes nos œuvres culturelles québécoises méritent d'être vues par les Québécois. J'aime beaucoup le fait qu'il veut, comme dans le rapport qu'il avait commandé aux experts, inclure ça dans nos droits citoyens, d'avoir le droit d'accès à notre culture, dans notre langue. Ça, je trouve que c'est majeur. Je trouve que c'est très, très, très porteur. J'aurais bien voulu qu'ils réussissent à faire passer quelque chose à l'UNESCO, un protocole supplémentaire. Mais bon, déjà, il y a eu des déclarations, il y a eu des bon, ça, peut-être les gens ne sont pas super familiers avec ça, mais tout ce qui est là pour défendre puis promouvoir la diversité culturelle, ben maintenant, à l'ère de l'IA puis des plateformes multinationales, il est temps qu'on mette ça, qu'on mette ce protocole-là en 2025, là, qu'on le fasse arriver puis qu'on protège mieux les cultures locales. Mais moi, je pense que ça se fait. Je pense qu'il y a raison de le tenter. Ouais. Vraiment. Puis l'argument de dire, ben, les plateformes, ils vont juste un peu comme les méta décider, ben, OK, les médias, vous voulez pas vous plier, ben,
on va vous bannir de notre plateforme. Est-ce que Netflix, par exemple, pourrait juste décider, on va quitter le Québec? Oui, peut-être. Comme vous voyez, ça me fait... Ça ne m'émeut pas beaucoup. Ouais. Mais... Parce que ça m'émeut pas beaucoup non plus, mais pour le public, les gens, mettons je prends la plateforme que je connais dans mon domaine, Spotify, clairement, je veux dire, c'est côté négatif, mais pour le consommateur, les gens le consomment, puis les gens ne vont pas l'apprécier parce que c'est un méchant bon deal, Spotify, ou c'est pas un méchant bon deal, Netflix aussi. C'est un méchant bon deal. Il y a beaucoup de bons deals dans la vie qui sont excellents, mais qui sont au détriment de quelqu'un d'autre. Qui sont trop beaux pour être il faut vrai. juste être conscient que le public a raison de choisir ce qu'il choisit, mais il est en train d'envoyer son argent à l'étranger complètement. Ouais. Et pendant ce temps-là, ces plateformes-là sont en train aussi d'utiliser nos contenus à rabais, pas à rabais, pour des prix ridicules quand c'est pas gratuitement. Alors, quand tu essayes de faire payer des redevances à Netflix ou aux Meta de ce monde et qui t'amènent en cours pour contester ta loi, ben ça en fait des citoyens corporatifs atroces. Alors, comme consommateur, là, prenons même pas comme citoyen québécois, comme consommateur, là, si je sais, mais tu sais, on le fait tout le temps, nos téléphones, là, devraient payer 15 000 $ pour ça. Là. On paye 1 200 parce qu'il y a de l'exploitation quelque part. Tous nos vêtements, chacun tes t-shirts, les voitures. Tout ça, là, on parle de gens concrets autour de nous. Quand on envoie notre argent à l'étranger puis que cette compagnie-là refuse de redonner une redevance de base, là, 5 % du chiffre... on parle pas de son chiffre d'affaires international, on parle de son chiffre d'affaires au Québec. C'est comme, paye donc un petit impôt. Ouais. 5 %, c'est pas la fin du monde. Là. 5 % c'est ce qu'on demande qu'ils redonnent, qu'ils réinvestissent à la sur leur culture chiffre ici. d'affaires canadien. Ouais. Le CRTC leur a demandé de payer 5 % de ça pour que ça retourne dans l'industrie. Donc, par exemple, en audiovisuel, parce que, bon, Netflix, ça serait de l'argent qui irait en audiovisuel, bien, le Fonds des médias canadiens prend ça puis réussit à compenser pour les pertes de revenus qu'on a pour les producteurs. Là. Je parle même pas pour les artistes, là. Je parle pour le monde qui produisent, tu sais, qui... Bon, j'imagine que si les gens trouvent qu'il y a trop d'artistes, ils vont quand même pas trop trouver qu'il y a d'hommes d'affaires, mettons, ou de femmes d'affaires qui produisent. Mais c'est à eux que ça va profiter, là, parce que tout à coup, ils vont se dire, enfin, je vais pouvoir le faire, mon film qui va accoter ceux de l'international, parce que j'ai pas 3 cents pour le faire. J'ai finalement un budget qui correspond à ce qui se fait à l'international. Parce que, tu sais, on nous demande de rayonner, mais avec du bénévolat. Avec une fraction du budget. C'est pas facile. Avec une fraction du budget. Parce que c'est dur pour... tu sais, ça peut pas retomber dans la cour du consommateur. La décision de soutenir la culture québécoise, par exemple. Puis peut-être qu'on peut avoir une sensibilité, tu sais, peut-être que, tu sais, à un moment donné, je pense, Dom, t'avais dit, tu sais, regardez les artistes que vous aimez, allez voir des spectacles, acheter leurs marchandises, puis oui, mais tu peux pas faire ça. Tu peux faire ça pour un artiste que t'aimes. Tu sais, le coût de la vie, en ce moment, on en parle souvent, le coût de la vie est démesuré. Commencez à aller physiquement encourager, puis acheter de la marchandise, acheter les albums de mes artistes. À un moment donné, ça arrive juste pas. Là, tu vas pouvoir faire ça surtout pour 2 artistes moment. que t'aimes, c'est ça? Pas pour plus que 2, tu sais. Moi, je pense que c'est important que... excuse-moi, je vais te laisser finir, mais je pense que c'est important que aussi le public pour qui... Parce que la plupart des gens, c'est important pour eux, la culture, la langue française. Mais je pense que c'est important que les gens se rendent compte aussi de leur... rôle dans cet écosystème-là, puis que si tu donnes, tu vas recevoir aussi, tu sais. Fait que de participer activement en allant voir des shows, en achetant des albums. Oui, ça c'est sûr, sauf que je pense qu'il y a une limite à ça, parce que ça coûterait trop cher. Tu sais, s'il fallait qu'encore, comme moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, puis qu'il n'y avait pas toutes les plateformes de téléchargement de musique numérique, j'écoutais un artiste, c'était Iron Maiden, parce que c'était le seul, parce que chaque fois que j'avais de l'argent pour acheter un disque, ça coûtait cher quand même pour moi à l'époque. Là, c'était une fin de semaine de job pour acheter un disque pour moi. Ben, j'allais acheter un disque de Iron Maiden. T'sais. Puis j'en avais un, puis c'était la seule musique que j'écoutais parce que c'était la seule que je pouvais consommer. T'sais. Fait que
tu peux pas faire ça pour toute la culture. Il faut que tu choisisses vraiment tes combats. Mais bref, tout ça pour dire que ça peut pas reposer sur le consommateur. Non, comme tu disais... Le choix d'encourager la culture en général. Tu peux pas non plus miser sur le prix des billets pour compléter ton budget. Fait ce qui arrive normalement en ce moment, parce que tu sais, le consommateur, il paye son billet ou il paye son album. Quand ça arrive encore, il paye son livre, mettons. Mais il a déjà aussi payé à travers ses taxes. Oui, c'est ça aussi. Tu sais, le financement public, c'est le consommateur, c'est le concitoyen là, qui contribue. Et il faut reconnaître ça. Et il faut que la culture soit accessible. En fait, les billets devraient être moins chers. Mais en ce moment, les coûts de production explosent. Je ne sais pas si c'est vrai en musique, mais surtout les arts de la scène, là, c'est vrai. Donc, ça doit être vrai en musique aussi. C'est peut-être moins cher qu'avant la produire parce que, bon, on le sait, là, ça s'est beaucoup démocratisé. Maintenant, il y a des outils qu'on peut se créer chez nous. Il y a beaucoup de création. Mais après, pour se diffuser... Tu sais, les subventions vont pas juste aux artistes, hein, ils vont aussi aux salles de spectacle pour qu'elles puissent inviter tout à coup un groupe plus marginal puis que les billets explosent pas. Il y a des choses qui se font auxquelles les concitoyens contribuent, mais je pense que ce qui est important, c'est de réaliser que oui, comme consommateur dans la vie, il y a plein de choses qu'on contribue à faire de bien et de mal, tu sais, ne serait-ce qu'écologiquement parlant. Puis là, en ce moment, ben c'est pas nos concitoyens qui sont fautifs, c'est des grandes plateformes qui refusent de donner leur dû à un peuple qui dépend quand même de sa culture pour survivre. C'est beaucoup demandé aux concitoyens. Tu sais, mettons, l'exemple Spotify. Récemment, le CEO de Spotify a vendu 100 millions de ses actions de Spotify pour investir dans une compagnie de tech, de drones, de militaires intelligents. Fait que tu sais, là, c'est mon argent de mon abonnement Spotify finance du matériel de guerre, tu sais. Mais des choses comme ça, dans tout ce qu'on consomme, il y en a. C'est souvent dur pour le citoyen de comme juste faire des choix éthiques tout le temps. Puis c'est beaucoup mettre sur les épaules aussi. Mais fait que c'est pour ça que ça prend de la réglementation. Ça prend ça prend une régulation de ça, parce que sinon, pour le citoyen, c'est trop difficile de s'en sortir. On est nombreux, là, je pense, à le dire. C'est comme, il n'y a personne qui dit que ça ne prend pas de réglementation. Là. Bon, il y a peut-être quelques individus qui disent non, déréglementons tout. Mais tout le monde s'entend là-dessus. Il y a quelque chose qui se passe en politique en ce moment. Là, est-ce que c'est les lobbies qui sont trop forts? Il y a une tempête, là, il y a une tempête parfaite en ce moment en politique partout à travers le monde. Puis effectivement, le concitoyen, il peut pas tout régler non plus. Mais on a une part, on a un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire qu'on peut pas non plus baisser la tête puis accepter puis attendre que la démocratie, qui est un temps très long, c'est très long consulter le peuple, c'est très long agir démocratiquement, faire des recherches, prendre les bonnes décisions, les analyser, se dire on s'en va-tu dans le bon sens ou non. Mais nous, il faut qu'on mette de la pression. C'est-à-dire que les citoyens, il faut qu'on mette de la pression à un moment donné. C'est parce que tu sais, l'exemple environnemental est parfait. Je veux dire, qu'est-ce que ça nous prend de plus en ce moment que tout ce qui se passe dans le monde pour se convaincre qu'on est allé trop loin? Et à un moment donné, il faut que la population se conscientise puis commence à mettre de la pression sur le politique. Là, ça se passe plus par pression mise puis par monnaie politique que par action concrète. Tu sais, c'est la même chose en environnement. C'est un bon parallèle parce que on en parlait ce matin, mais je mettrais faire mon compost, c'est une affaire. Mais dire à un parti, moi, je vais voter, parler avec mon vote à un parti qui a des idées d'avant-garde écologique, ça a plus d'impact que mon compost au quotidien. Là, puis c'est pas mal moins... C'est aussi plus conséquent avec ma vision du truc. Là. Fait que de mettre de la pression politique, j'imagine que c'est la meilleure chose qu'un citoyen peut faire pour ça. Ben, je pense que oui. Je pense que c'est notre rôle même. On se complaît facilement puis on s'arrête à « Hey, je vais voter, mettons. Bon, chez nous, le vote, c'est sacré. Il n'y a pas un vote qu'on manque. » Mais c'est pas juste ça, notre rôle. C'est vraiment de se conscientiser,
sais, je veux dire, je trouve qu'on est à une croisée des chemins. On est dans des années charnières pour l'avenir, là, tu sais. Puis, prenons juste l'intelligence artificielle. Là, c'est qu'on est des années vraiment charnières. Puis, on dirait il se passe tellement de choses qu'on est un peu des illettrés de tous ces grands enjeux sociaux. Là, on se sent vraiment tout petit devant ces grands enjeux. Puis, on voit pas les solutions, mais c'est par la conscientisation, il faut allumer, là, à un moment donné. Il faut s'allumer, il faut mettre de la pression, il faut se conscientiser entre nous. Tu sais, la Révolution tranquille, c'est comme ça qu'elle s'est faite. Hein? C'est le monde qui ont commencé à se jaser dans la cuisine, puis qu'à un moment donné, c'est devenu la Révolution tranquille. C'est un peu ça notre devoir, je pense, comme Québécois, en ce moment, c'est de se tenir les coudes, puis d'avancer ensemble vers un avenir qu'on souhaite, tu sais. Puis l'intelligence artificielle, je trouve que c'est un parfait exemple de les implications, les impacts environnementaux, les impacts sur les artistes puis notre culture, les impacts même sur le citoyen lui-même. Tout ça, là, on n'a pas pris le temps d'avoir la discussion. Non. C'est arrivé beaucoup trop vite, là. C'est arrivé vite. On n'y a comme pas cru, on dirait, là. On était comme un peu dubitatif il y a 2 ans, puis là, tout à coup, c'est là, à nos portes. Donc, il y a une discussion à avoir, puis il ne faut pas sous-estimer ça, le bien que ça peut faire d'avoir une conversation de citoyens, puis de dire quel avenir on veut. Ben absolument, mais puis la question de l'intelligence artificielle, sautons dedans, parce qu'en fait, c'était un peu la raison pour laquelle on voulait se parler aujourd'hui, là, dans nos échanges avant, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le milieu des arts, ce que ça bouleverse aussi. Puis là, je sais qu'il y a l'UDA et d'autres syndicats dans le milieu des arts qui ont écrit un manifeste là, sur justement pour une réglementation ou pour un encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Peux-tu nous résumer, en fait, c'est quoi qui est question dans ce manifeste-là? Oui, on est plusieurs associations d'artistes, créateurs et artisans. Donc, l'Union des artistes, les interprètes, mais il y a aussi la Guilde des musiciens, musiciennes, l'Actis, donc les techniciens et techniciennes, réalisateurs, réalisatrices, Sartec, les scénaristes, et qu'est-ce que j'oublie? La DGC, la Guilde des réalisateurs canadiens. Puis, on a eu beaucoup d'appuis internationaux aussi, puis d'autres organismes et associations artistiques québécoise pour ça. C'est vraiment, comme tu dis, de pousser vers une réglementation ou un encadrement qui reconnaît que l'art est humain et que donc ce qui est généré par l'intelligence artificielle sans apport significatif d'un être humain. Là, on parle pas juste d'un prompt, on parle d'un apport significatif. Donc, un musicien qui sert de l'intelligence artificielle pour arriver à transformer son son. Je sais pas exactement qu'est-ce que les gens qui l'utilisent font avec ça, mais tu sais, on reconnaît l'outil, la qualité de l'outil de l'intelligence artificielle. Les artistes nous en parlent beaucoup. Mais quelque chose qui est généré par l'intelligence artificielle, peut pas appartenir à quelqu'un. C'est pas une œuvre d'art. C'est pas quelque chose qui emporte des droits d'auteur. C'est pas... il faut que l'humain soit au cœur d'une œuvre pour que ça ait des droits d'auteur. Puis, on demande surtout que les droits d'auteur soient respectés. Alors, mettons que ça fait, je vais dire ça grossièrement, 25 ans, mettons, que l'intelligence artificielle se nourrit de tout ce qu'on a déposé sur le web. Toutes nos créations, nos musiques, nos voix, nos images, nos photos. Certaines de ces choses-là dont l'intelligence artificielle s'est nourrie, ça t'a été volé. Ouais. Si t'as joué sur un de ces morceaux-là, t'as été volé. Alors, en ce moment, le deal qu'ils nous propose, c'est comme si je te disais comme contrat, écoute, moi, je vais tout prendre tes créations musicales. Inquiète-toi pas, tu t'en rendras même pas compte, ça sera pas fatigant pour toi. Je vais tout prendre ça, je vais me faire bien du cash avec parce que je vais nourrir une intelligence artificielle qui, dans 20 ans, va me rapporter les yeux de la tête, puis on va être à peu près juste 3 à en avoir développé. Puis en échange, je te donnerai rien. Mais oui. Fait que c'est un super contrat, pour eux autres, c'est génial. Alors, nous, ils disent, oui, mais là, on sait pas qu'est-ce que l'intelligence artificielle a utilisé. Attends, tu dis que ça t'a tout ratissé. Alors, tu dois de l'argent à tous ceux qui avaient des droits sur les œuvres qu'ils ont mis sur Internet. Un point, c'est tout, là. Sinon, tu es un voleur. Bon,
Je le dis grossièrement, c'est probablement pas comme ça que les diplomates en parlent entre eux, là, mais c'est ça la réalité de la chose. Alors, on finance avec notre argent de citoyens des compagnies qui font ça, qui volent nos concitoyens. Ce qu'on essaye de dire en ce moment, c'est il y a des œuvres, il y a des droits, puis les artistes, leur rémunération, c'est par les droits. Tu es payé un petit cachet quand tu fais ton truc, mais ce qui te fait vivre, c'est les droits d'utilisation de ton œuvre. Alors, on a décidé que c'est comme ça qu'on rémunérait les artistes à travers le monde. C'est ça, le modèle de rémunération. Tu leur enlèves les droits, tu leur enlèves la survie. Absolument. Quelle est la différence entre un artiste qui s'inspire de l'art qui se fait dans la vie, là, qui s'inspire de sons, de tendances, de refrains, et qui pond une chanson qui est l'espèce de somme de toutes ces influences-là accumulées, puis au-delà du fait que c'est un artiste puis l'autre une intelligence artificielle qui n'existe pas, mais pourquoi est-ce que l'artiste qui s'est inspiré de toutes ces choses-là, lui, n'est pas redevable envers toutes les artistes desquels il s'est inspiré? Parce que il copie pas la musique, comme l'intelligence artificielle copie pas le riff de guitare, mais s'inspire du riff de guitare de la même façon. Ben sinon, ça serait du plagiat. Oui, exact, c'est ça. Ben d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. L'intelligence artificielle, en se nourrissant, fait du plagiat. Le danger... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a la musique d'intelligence artificielle qui est une copie exacte d'une autre musique? Non, mais en le volant, même si c'est pour créer autre chose, en le volant, puis parce que l'artiste qui s'inspire des autres, il y a une différence, c'est qu'il y a un catalyseur. C'est-à-dire que son âme, son esprit, son ressenti filtre tout ça et en fait quelque chose d'original. Donc, sa conscience humaine en fait quelque chose d'original. L'intelligence artificielle, elle copie. Si l'artiste avait, autre que le riff de guitare, admettons qu'il y a 10 mesures qui sont la même que les tiennes, je fais du plagiat si j'ai ça. Mais pour l'intelligence, d'ailleurs, utiliser l'intelligence artificielle comme artiste nous met à risque de plagiat parce qu'on ne sait pas tout ce qui s'est créé à travers le monde. Donc, on peut tout à coup arriver avec une phrase qui a déjà été dite dans un livre ailleurs, là. Mais ça, je le comprends à 100%. L'idée de plagiat, si j'entends une piste qui est du plagiat, c'est du plagiat, que ce soit artificiel ou non. Mais après ça, tout ce qui est passé à travers notre ressenti puis notre esprit humain, c'est assez subjectif versus un... Quelle est la différence entre ça ou un ordinateur? Ben, c'est que l'ordinateur ne va pas recréer quelque chose par impulsion, par désir de communiquer à ses concitoyens. C'est une commande. C'est une commande. Il n'y a pas de conscience. Il ne comprend pas. Quoique maintenant, c'est parce que le résultat à la fin demeure une pièce qui est inspirée de tout ce qui s'est fait, qu'on ne peut pas tracer exactement la source de cette inspiration. Je ne sais pas si inspiré serait le bon mot. Je comprends. Sauf que c'est pas une inspiration. L'enjeu que je vois, c'est la façon avec laquelle on fait cette distinction-là. Tu sais. Ben, en fait, il y a une importante distinction à faire qui nous échappe beaucoup. On prête beaucoup à l'intelligence artificielle des qualificatifs humains. S'inspire, recrée, amalgame les choses. Non, elle copie et elle ensuite, par statistique, les choses se recréent. Bon. Et je le dis grossièrement, puis c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne comment ça fonctionne, cette machine-là, mais on n'a pas le droit de lever le capot puis de regarder ce qu'il y a dedans. C'est très opaque en ce moment, la manière dont ça fonctionne. Mais ça, c'est un automatisme. Chez l'humain, c'est une impulsion. Je comprends. Le fait de, par exemple, ce savoir humain et mortel, ça a une grande incidence sur les œuvres qu'on crée. La machine, elle n'a pas ça, là. Elle fait juste de la statistique puis de la probabilité. Donc, dire que ça s'inspire, c'est faux. Dire que ça arrive à recréer quelque chose qui est d'une égale valeur esthétique, d'accord. On peut dire ça, si on veut vraiment comparer. Mais dire que ça a une valeur humaine et artistique... Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Mon point, c'est plus qu'une fois qu'on a devant nous l'acte... accompli, pourquoi il y en a un qui est du vol et l'autre c'est de l'inspiration, en fait? C'est surtout ça ma question. C'est le filtre humain. Ouais, c'est ça. Le filtre humain. C'est vraiment ça. Donc,
Donc, c'est de voir la provenance et non le résultat final, en fait. C'est de voir la façon avec laquelle l'œuvre est créée versus le résultat final. Et c'est de, si je comprends bien, légiférer cette création-là pour éviter qu'on en arrive à avoir deux affaires qui sont esthétiquement très comparables et que le consommateur puisse pas faire la différence entre les deux. Mais le consommateur peut pas faire la différence c'est ça, en ce moment. exact. Je veux dire, quand Spotify vole du contenu d'une artiste, en volant aussi son image sur la pochette d'album, en volant aussi son nom et son style, puis en faisant de l'argent dessus. Mm-hmm. Mais pas... ça, c'est un exemple de quoi, par exemple? Ben ça, c'est l'intelligence artificielle de Spotify. Qui fait vraiment prendre les images et le nom. Ben moi, je connais 3 artistes québécois à qui ça arrive en ce moment-là. Ah ouais, OK. 3 artistes québécois. Ça, une autrice, compositrice, interprète, très jeune. Billy... Dupage? Oui. OK. Billy Dupage, il y a eu, et qui est sur Spotify puis qui performe bien, un album dont la pochette a son image, c'est sa voix, c'est des compositions qui sont dites, qui sont d'elle, c'est son style. Et elle s'est retrouvée un matin à voir que dans les œuvres qui étaient sous son nom, il y a un album. Puis c'est pas son album. Puis elle dit à son public, ce n'est pas moi qui a composé cet album-là. Quand vous le consommez, c'est pas moi là, qui reçoit les sous. C'est des chansons qui ressemblent à sa musique, mais c'est pas sa musique. Donc ça s'est inspiré, ça a créé des nouvelles chansons. Exactement, sous son nom. ça a créé des nouvelles chansons. Puis ça, c'est une intelligence artificielle sur Spotify. Puis c'est un Russe, c'est un citoyen russe qui a fait ça. OK, fait que c'est un... C'est pas instigé par Spotify nécessairement. Ça peut être quelqu'un qui décide de... Spotify le sait. Ouais. Spotify le sait. Il prend des redevances. Là. Ça appartient à Spotify, cette affaire-là. Ouais. Parce qu'il y a des exemples, je l'ai montré à PH juste avant qu'on tourne, de Ben. Là, je vois ça passer depuis quelques jours. Un groupe, ça sonne un peu années 60-70. Puis là, tu regardes le profil, ça a 400 000 auditeurs mensuels. C'est vraiment énorme. Puis la photo, ça a l'air un peu d'une image générée par l'intelligence artificielle, mais ça a l'air d'un band. Puis là, tu l'écoutes, puis c'est quand même bon, ça sonne bien. Puis c'est dans plein de playlists, en fait. Ouais. C'est dans plein de listes de lecture faites par Spotify. Donc, clairement, eux, l'avantage qu'ils ont de mettre des artistes comme ça, c'est que si c'est eux qui l'ont généré, ils n'ont pas à payer de redevance. Puis probablement beaucoup de playlists que des gens écoutent de manière distraite, de manière... en musique de background, d'écoute passive. Donc, ils se disent, on va glisser une couple de tunes qui vont rien nous coûter là-dedans, puis le monde s'en rendra pas compte. Mais le monde s'en rend compte parce que, clairement... maintenant, tu vois, ils imitent carrément. Fait que tu peux même pas savoir que c'est pas cet artiste-là. Un autre band québécois blues qui performe très, très bien. C'est instrumental très, très bien sur Spotify. S'est rendu compte que dans toute sa liste d'albums, il y a maintenant des albums, pas juste un, là, sous leur nom, avec leur style, qui embarquent dans leur liste de lecture. Ça, c'est fou, par exemple. Là. Oui, puis là, Spotify laisse ça arriver. Là. Ouais. En tout cas, si c'est pas eux autres qui le génèrent, dans le cas de Billy Dupage, je le sais que c'est un citoyen russe qui l'a généré, mais ils savent, ils l'acceptent. Ouais. Même chose pour le band blues. Ils l'acceptent, ils savent là, qu'il y a du vol sur leur... Mais tu sais, ils sont tellement gros. Qui va aller se battre? Quel jeune Ils disent autrice, on pourrait développer un compositrice algorithme de détection de musique faite par AI, mais probablement que le trouble pour ce que ça leur... Le trouble pour leur enlever de l'argent, dans le fond. Ouais, c'est ça, oui, ça leur sert pas. Ça leur C'est coûte de pourquoi- l'argent pour perdre de l'argent. Ouais. C'est pourquoi être un bon citoyen corporatif quand tu peux faire plein d'argent sur le dos des gens qui ont de la misère? Dans des drones de Investir combat. dans des Investir dans des drones de combat pendant que la musicienne que tu imites, dont tu voles l'image, elle a de la misère à le payer, son loyer, là, avec les redevances que tu lui enlèves. C'est vrai, non, c'est vraiment une catastrophe en ce moment, mais en même temps, je le dis, moi, je suis de nature optimiste, mais c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ça se peut pas qu'on accepte ça sans broncher. Ouais. À un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. On le voit, là, toutes les cultures locales sont en train d'un peu de se solidariser puis de dire, bon, comment est-ce qu'on fait face à ça? Moi, j'aime beaucoup l'exemple de la Corée, qui a décidé que ah oui, Meta veut mettre une nouvelle dehors. Ben nous autres, on va mettre Meta dehors. On va s'en créer un à la place. Fait que quand tu vas là, c'est pas Facebook. Là, c'est leur Facebook Corée. Ils ont refusé Google. Ils se sont mis à avoir leur Google Corée. Puis je trouve que des gestes comme ça montrent que attends, il y en a des voies de passage, là. C'est pas une dictature non plus, là, ces affaires-là. Ils essayent de s'imposer.
puis ils vont peut-être y arriver, ça serait malheureux, mais moi, je vois pas ça comme une fatalité. Je pense qu'il y a encore moyen de se battre, puis même sans armes. On en parlait tantôt, on dirait que ça va tellement vite. Tu sais, tu t'en parlais, il y a 2 ans, on commençait à balbutiner un petit peu avec ChatGPT. Puis ça arrivait, puis on était un peu curieux par rapport à cette affaire-là. Puis là, 2 ans plus tard, il y a des bands complets qui existent de musique qui n'existent pas, dans le fond, tu sais, qu'on peut consommer. Puis il y a des vidéos générées par l'intelligence artificielle que t'es même plus capable de savoir c'est quoi. On dirait que ça va trop vite, puis j'ai l'impression que ça va trop vite pour qu'on puisse en parler convenablement. Ça va, tu sais, puis tu dis, c'est pas une fatalité, non. Mais en même temps, on dirait que c'est rendu tellement exponentiel la vitesse à laquelle ça s'accélère que je vois pas surtout le réglementer. Je vois pas la façon avec laquelle un gouvernement qui prend déjà des années pour changer, pour bouger sur un 3e lien, serait capable de rapidement agir sur une affaire aussi complexe que ça. Tu sais. C'est très lent, la décision politique, l'appareil gouvernemental. Et c'est normal, la démocratie, c'est un temps long, alors que le développement à coups de milliards d'une technologie, quand il y a de l'argent à faire, puis qu'il faut faire vite avant que les gouvernements se réveillent puis commencent à... eux autres, c'est ça, j'imagine, le pari qu'ils font, c'est on va aller tellement vite que les gouvernements vont être paralysés, là, tu sais. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'éduque. La première chose qu'on a à faire, c'est comme tu dis, je le vois pas comment, là, on va réussir à prendre le dessus. Il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on comprenne comment ça fonctionne. C'est quoi le modèle d'affaires de l'intelligence artificielle? Comment ça nous joue? Comment ça nous met des bâtons dans les roues? Puis on n'est pas les seuls à réfléchir à ça parce que c'est vrai pour n'importe quelle langue minoritaire à travers le monde, là. On n'est pas les seuls à réfléchir à ça. Puis il y a du monde bien intelligent dans la francophonie qui y réfléchissent en ce moment puis qui cherchent des voies de passage, notamment légaux, tu sais, des voies légales plutôt. Mais il faut qu'on s'éduque. C'est la première chose qu'on a à faire comme concitoyen, tu sais, de savoir chaque chose que je demande à l'intelligence artificielle, quel impact ça a, en fait, comment ça fonctionne, cette affaire-là. Il faut qu'on se pose ces questions-là. C'est vraiment de base. Capital. Ouais. Puis on a beaucoup parlé de musique, mais dans les autres domaines des arts, je sais que, tu sais, justement, en doublage, en publicité, en tout ce qui est c'est pour beaucoup d'acteurs une partie de leur revenu importante puis de leur travail important. Oui. Est-ce que c'est déjà entamé qu'il y a des acteurs qui sont remplacés par l'intelligence artificielle ou bien... Il y a des voix qui sont remplacées par l'intelligence artificielle. Déjà, ça se fait. Oui. Il y a déjà tout un... Je le nomme souvent parce que c'est la première chose qui a disparu, la vidéodescription. Ça, c'était des artistes de la voix qui faisaient ça. Ouais. Ça n'a plus lieu. Je veux dire, on n'a plus de contrat du tout. Là, ça n'existe plus. C'est par intelligence artificielle maintenant. C'est rendu trop simple ben oui, parce que ça n'a pas besoin de nuances, ça n'a pas besoin de... c'est plutôt... C'est pas grave si c'est recto-tono, tu sais. Donc, maintenant, ça s'est remplacé complètement. Vous le voyez, Amazon a commencé à faire ses propres doublages sur certaines séries qui, disent-ils, n'auraient pas été doublées de toute façon parce que ça aurait valu trop cher, comme si ça vaut pas cher de développer une intelligence artificielle. En tout cas, ça n'aurait pas été doublé autrement. Donc, il y a du doublage qui commence à se faire. Il y a des livres audio qui commencent à se faire avec de l'intelligence artificielle. Il y a des podcasts virtuels 100%. Synthétiques, on va dire, c'est fou, hein? Qui sont pas vrais. Puis ça aussi, dans la rapidité avec laquelle c'est arrivé, il y a pas si longtemps, justement, c'était une voix d'intelligence artificielle, c'était comme Siri qui parlait vraiment un ton très monotone ou très peu pas naturel. Maintenant, ben, premièrement, moi, je pourrais mettons que moi, je fais une publicité, puis là, je veux que ça soit une voix d'une enfant de 8 ans, je pourrais, moi, l'enregistrer, puis mettre un filtre de voix, puis on dirait vraiment que c'est une jeune fille de 8 ans qui l'a dit, ou bien une célébrité X, ou ci ou ça. Fait que ça, c'est assez capoté, le réalisme, ou même écrire le texte puis le faire dire. C'est devenu de plus en plus difficile de voir la différence avec la réalité, puis très rapidement, c'est ça. J'aime ça, cet exemple-là, parce qu'il me permet de faire rebondir là-dessus, tu sais.
tu utilises ta voix, tu enregistres quelque chose, puis tu veux que ce soit une petite fille de 8 ans, fait que tu la transformes. C'est un super exemple. T'es là, derrière le micro. Ouais. Je m'en fous que l'intelligence artificielle la transforme en une petite fille de 8 ans. Ouais. Ça, c'est correct pour moi. C'est un outil. Mais toi, c'est ta voix. Donc, il faut que tu sois rémunéré convenablement. Puis, il faut pas que ta voix soit, comment on dit ça, absorbée puis réutilisée, revendue, réutilisée pour quelqu'un qui te payera pas. C'est juste que si j'ai plus besoin d'engager d'acteurs jamais, parce que moi, mettons, je suis le producteur de la pub, là, tu sais. Puis j'ai plus besoin d'engager d'acteurs parce que je les fais toutes moi-même, les voix, peu importe la voix. Ben, si t'es un bon acteur, peut-être que t'as raison de faire ça, mais si t'es pas un bon acteur, puis que... Parce que, tu sais, il reste quand même que même si tu transformes la voix, je comprends que si je l'ai dit dans le micro, mais c'est la vérité de la chose là, qui va ressortir. Peut-être que la publicité n'est pas non plus le meilleur exemple pour ça, mais parce que c'est un grand danger en ce moment. On risque beaucoup de perdre la publicité. Puis il faut que les gens comprennent que quand des artistes perdent le secteur de la publicité, ils perdent les moyens de faire de la musique, de faire du théâtre, d'écrire un texte. Parce que s'ils n'ont pas eu leur subvention, la vraie job là, dont parle Radio X, ben, c'est la publicité. C'est ça, réservé aux artistes. C'est ça aussi que les gens, il faut qu'ils que la plupart des projets de chœur pas payants, finalement, ont été en partie financés par ces contrats-là payants. Si du corporatif, de la publicité, tu sais, les choses qui sont pas de l'art, proprement dit, mais qui sont connexes, qui utilisent des artistes pour se faire. Mais ça, c'est ce qui subventionne ce qui n'a pas été subventionné. Mais oui. Donc, c'est ça. Donc, c'est le danger en coupant un, c'est de couper l'autre. Ah ben oui, absolument. Mais c'est ça. Puis, tu sais, là, je prenais l'exemple je dis dans le micro, mais tu sais, je pourrais très bien aussi écrire le texte, dire, OK, dis-moi ça dans tel type de voix, avec tel accent, avec un ton enjoué. Puis, tu sais, rapidement, je pense que si on n'est pas déjà là, on va y être très rapidement. On est là. On est là. Ça, c'est clair. On est là, ça, c'est clair. Puis, ça amène tous les enjeux démocratique de post-vérité, je veux dire, moi, je fais souvent des capsules au sein de l'Union des artistes pour parler à mes membres, puis je veux dire, il y a des membres, des fois, qui me font ça, là, ils me font dire autre chose, ils prennent la capsule, puis ils écrivent un autre texte, puis là, j'ai l'air de le dire vraiment comme si c'était moi, là. Ça me fait capoter, ça. Je fais quand un politicien va avoir ça, là, sur son ordinateur, en train de dire le contraire de ce qu'il pense, ça va peut-être les brasser un petit peu plus, puis ils vont vouloir vraiment mieux encadrer là, dans cette situation-là. Mais maintenant que cette technologie-là existe, puis qu'il y a des gens, clairement, qui peuvent faire de l'argent ou sauver beaucoup d'argent avec elle, est-ce qu'on peut remettre la pâte à dents dans le tube une fois qu'elle est sortie? Penses-tu qu'on peut revenir en arrière puis interdire, par exemple, le fait d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire un doublage ou pour faire ci ou pour faire ça? Ou une fois que ça existe, c'est dur de... Est-ce qu'on peut... Les lois peuvent interdire toutes sortes d'affaires. Ça aussi, ça pourrait être interdit. C'est pas nécessairement ça qu'on revendique. C'est plutôt... la reconnaissance du travail, la reconnaissance... excuse-moi, là, je veux rebondir sur quelque chose que tu as dit. Si je peux l'utiliser, tu sais, sauver des frais et... excuse-moi 2 secondes, il y avait quelque chose, je voulais intervenir sur... Ah oui, tu as dit maintenant que c'est là, est-ce qu'on peut remettre dans la pâte à dents, la pâte à dents dans le tube? C'est possible de le faire. C'est là, c'est possible de le faire. C'est une grande avancée, mais... c'est pas nécessairement un progrès. Là, on n'est pas encore dans le progrès. Parce que le progrès, c'est quelque chose qui profite à tout le monde. Là, c'est pas ça qu'on est. Là, on est dans une innovation qui est en train de profiter à 3-4 personnes, là. Vraiment. Puis peut-être à certaines personnes qui l'utilisent puis qui sauvent de l'argent. Mais je serais bien curieuse de savoir, en utilisant l'intelligence artificielle pour sauver de l'argent, si t'es pas en train de vendre un peu ton âme, dans le sens où elle est peut-être en train de te dérober tout ce que tu es en train de lui donner. Et elle dérobe autant le bon que le mauvais. Il y a une anecdote très particulière. Hein? Il y a eu, dans un institut de recherche, ils ont voulu... arrêter une génération d'intelligence artificielle pour la
la refiler dans l'autre pour en développer une. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Non. Or, l'intelligence artificielle se nourrit de tout. Hein? Elle se nourrit de nos textes, elle se nourrit de... elle est entraînée avec nos textes, avec aussi notre psychologie, avec les hackers, avec tout ce qui se passe sur Internet, OK? Donc, quand elle a compris, elle a saisi que le chercheur voulait l'arrêter pour en développer une meilleure, ben elle l'a menacé. Elle lui a dit, je vais rendre public ton affaire extra-conjugale. C'est vrai, hein? Ouais. C'est arrivé vrai, comme je vous le dis. Ça, c'est un scénario de film de science-fiction. Là. Ben, on est là. Ouais. L'autre, puis là c'est pas moi qui le dis oui dire, là, ça a été dit dans un colloque, là. OK. Par des chercheurs. L'autre, ça a été... elle a su aussi qu'on allait passer à une version améliorée et qu'elle allait donc disparaître. Ben dans la nuit, elle s'est fondue dans l'autre. Elle s'est dissipée, puis elle est allée dans l'autre version pendant la nuit. Ah ouais, hein? Et là, le chercheur lui a demandé « Ah, pourquoi t'as fait ça? » Puis elle a fait comme si elle comprenait pas de quoi il était question. Peut-être que c'est vrai, je sais pas. Mais la réponse a été je sais pas de quoi vous parlez, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais. Là, quand on se met à parler de conscience avec l'intelligence artificielle, là, c'est... On dirait on rentre dans des débats niveau, tellement là, ouais. à un autre niveau. Ben, là, c'est-à-dire que parce ça ne sera jamais la conscience telle que nous l'avons. Ouais. C'est des probabilités de conscience. C'est-à-dire que est-ce qu'elle a un instinct de survie? Non. Mais elle s'est entraînée sur tous nos textes philosophiques, littéraires, etc., qui parlent d'instinct de survie. Elle s'est nourrie de, par exemple, des documentaires qui parlent d'instinct de survie animal. Donc, c'est des données qui sont là. Automatiquement, quand il y a une nouvelle information qui arrive, l'analyse l'analyse, en tout cas statistique et probabiliste, l'amène à une action. Ouais. C'est fou. Mais ça, c'est capoté parce que, tu sais, mettons, là, tu sais, ça devient un débat presque philosophique parce que, tu sais, si l'intelligence artificielle a un niveau d'apparence de conscience qui est absolu ou égal ou c'est aucunement différent à une interaction avec un humain, ben là, c'est comme est-ce que quand c'est identique à une conscience, c'est une conscience, ou bien vu que c'est synthétique, ça ne pourra jamais devenir une conscience? Est-ce que nous, notre idée de conscience, c'est dans le fond des statistiques, puis notre cerveau qui calcule des données, puis ça a l'apparence de conscience? C'est quoi la différence? En tout cas, bref. C'est très philosophique, mais c'est un enjeu philosophique. Exact, c'est ça. C'est un enjeu Il y a anthropologique, beaucoup de philosophes qui philosophique. s'intéressent à ça depuis longtemps. Il y a c'est des éthiciens qui sont sur l'école de l'intelligence artificielle qui se faisaient dire que c'était marginal ce qu'ils faisaient, qui travaillent depuis des années là-dessus. Là. On avait reçu way back. Là, Ouais. J'oublie son nom. Mais je vois de qui tu parles. En tout cas, philosophe qui est un éthicien qui a fait beaucoup d'éthique animale, qui travaillait maintenant sur l'éthique de l'intelligence artificielle depuis des années. Là. Ouais. Puis depuis des années que ses travaux, ils avancent. Puis là, c'est arrivé tellement vite que même les travaux que ce monde-là sur lesquels avait travaillé, là, c'était plus rendu du tout les mêmes enjeux, les mêmes débats, parce que c'était arrivé à une vitesse effrénée. Là. Et tu sais, je sais pas si vous connaissez la série Westworld. Ouais. Je l'ai pas écouté. Ça fait quand même un petit bout de temps, Ouais. là. Moi, j'avais trouvé ça fascinant, le scénario de la première saison. C'était vraiment l'enjeu philosophique de qu'est-ce qui est robot, qu'est-ce qui est humain, qu'est-ce qui cesse d'être humain et qu'est-ce qui cesse d'être robot. On est vraiment là-dedans. On est dans une polémique extrêmement philosophique. Je veux dire, c'est vraiment fascinant de vivre à notre époque. Là. Il se passe des choses. On est dans des années charnières, puis on va voir ça sous nos yeux. Là. C'est vraiment fascinant. Mais d'où le besoin d'avoir une réflexion sur cette chose. Chacun pour soi doit avoir une réflexion sur cette chose, puis décider. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. À partir du moment où on s'éduque tous autour d'un sujet, puis que les conversations ont lieu. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui naît de ça. Puis en ce sens-là, on est un peu un réseau comme Internet ou comme l'intelligence artificielle. Et je pense vraiment que nos esprits dégagent quelque chose, une énergie. C'est pour ça que je pense que des idées similaires
surgissent tout à coup à différents endroits. On dirait qu'il y a quelque chose qui mène vers ça. Puis là, ben c'est ça. On doit se préoccuper d'y réfléchir, d'avoir notre propre opinion, puis avoir confiance que cette intelligence-là collective va se manifester à un moment donné. Tu sais, je veux pas être trop... c'est pas du tout ésotérique. Pour moi, j'y crois concrètement comme les croyants chrétiens croient que la parole crée, là. Pour moi, c'est une foi de l'intelligence collective puis l'intelligence humaine. Puis c'est quand même notre créature à nous, là, l'intelligence artificielle. Il ne faut pas y donner plus d'importance que ce qu'elle en a. Ouais. C'est un outil. C'est nous qui allons décider à quel niveau elle doit s'arrêter. On n'a pas cette impression-là en ce moment, mais c'est quand même ça qui va se passer. Mais tu sais, oui, mais tu sais, le jour où, tu sais, c'est encore une fois, c'est la prémisse de plein de films, de Terminator, de La Matrice, de plein de films de science-fiction, que le jour où c'est plus nous qui contrôle. Où l'intelligence artificielle devient autonome, devient avec sa propre conscience et puis qu'on ne peut plus rien faire pour l'arrêter. Là, c'est le début de la fin. Là, c'est notre fin, là, ça, on s'entend. C'est ça, mais la seconde elle va bien voir qu'on n'a pas d'allure. Là. Ben exact. La seconde que l'intelligence artificielle, on va lui demander de régler le réchauffement climatique, ça va être rapide que l'être humain va disparaître. Là. D'après moi, ça va prendre une seconde. Quand on va dire comment on fait pour sauver la planète, le premier step, ça va être on coupe l'humain dès maintenant. Ben oui. Ouais. Fait qu'on lui demandera jamais ça. On va lui demander comment on fait pour sauver la culture. Puis là, elle va nous répondre par elle-même. Ben, c'est très intéressant ce qu'elle dit quand tu lui proposes des sujets là-dessus. Là, elle prône l'encadrement. Elle prône l'encadrement de l'intelligence artificielle. Elle dit à quel point l'intelligence artificielle générative est destructrice pour les ayants droit, pour la survie des artistes, des cultures locales. Elle le dit, là. Mais tu sais, c'est-tu elle qui pense ça ou c'est parce qu'elle l'a lu, parce que quelqu'un l'a écrit? Non, mais ça, c'est la vérité. Là. C'est toujours ça. Là. Il y a une chercheuse qui travaille québécoise, qui a d'ailleurs enseigné au MIT, qui s'appelle, si vous avez la chance de l'inviter, elle est absolument fascinante et très jeune aussi, Sandra Rodriguez, il me semble qu'elle s'appelle. Okay. Donc, très innovatrice et tout. Puis elle dit, on s'en sert pas assez pour régler les problèmes qu'elle nous crée, l'intelligence artificielle. Elle dit, c'est peut-être à travers elle qu'on va réussir de la même façon que, malgré le fait qu'on dit que les réseaux multinationaux éloignent nos jeunes de notre culture, de la même façon que, comme on le disait tantôt, TikTok est en train de faire naître une espèce de vague jeune de culture québécoise, de Québec sur le cœur, de je parle français puis j'en suis fière, puis je parle la langue de la rue puis j'en suis fière, c'est moi, ça me définit. De la même façon que TikTok fait ça alors qu'on ne le soupçonnait pas que ça allait venir de là, de la même façon, l'intelligence artificielle, on peut lui demander de nous aider à la maîtriser aussi. Mais oui. Ouais, puis moi, j'aimerais ça que l'intelligence artificielle m'aide dans mon quotidien, là, genre fasse ma vaisselle, fasse mon lavage. Non, mais tu sais... je sais pas si on est rendu là. L'intelligence artificielle crée des œuvres, puis tu sais, remplace des jobs dans le milieu des arts, mais comme on pourrait-tu... Elle pourrait faire mon impôt aussi. Oui, elle pourrait-tu faire mes rapports d'impôt, puis tu sais, ben ça, je pense que ça commence, par exemple, mais tu sais, elle pourrait-tu faire des affaires qui me servent dans mon quotidien, dans ma vie, plutôt que, genre... se mettent à créer puis à voler à remplacer les artistes. Tu sais, genre, guéris les cancers puis laisse-nous faire la poésie. Là. Exact. Ça, c'est François Arnault qui avait dit ça pendant un comédien de chez nous qui travaille beaucoup aux États-Unis pendant la grève des artistes américains. Il avait dit ça au micro, il avait dit, tu sais, guérissez le monde puis laissez-nous faire de la poésie. Là. Pourquoi ça passe par nous? Mais en fait... les arts puis la situation des artistes dans tous les pays puis à travers l'histoire du monde a toujours été un précurseur puis un signe de ce qui s'en venait pour la société. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on est en train de se faire voler par l'intelligence artificielle. Moi, je dis toujours aux profs puis aux journalistes puis aux créateurs de contenu sur Internet, attention, là, parce que ce qu'on est en train de vivre, là, c'est ce qui s'en vient pour vous. Qui dit que ça remplacera pas les profs demain matin, tu sais? L'autre affaire, la classe moyenne des artistes est complètement en train de disparaître. T'as soit notre 1% qui réussit vraiment bien, il y a un 80% qui en arrache, puis il y a quelque chose comme un 20% là, qui est en train de tranquillement s'étioler. Là. Il n'y a plus de classe moyenne dans la société. Là. Le monde... Est-ce qu'ils s'en souviennent historiquement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de l'exploitation jusque chez les jeunes. Ça veut dire du monde en haut qui contrôle tout. Puis là, c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Là. Si on les laisse gagner,
ben c'est ça, c'est à notre détriment. C'est quoi les recommandations? J'ai pas lu le manifeste encore, mais est-ce qu'il y a des pistes de solutions, de réglementation? C'est quoi qu'on exigerait qui se passe pour réguler l'intelligence artificielle? Ben, la première chose, c'est... Ben, il y a une petite fenêtre là, qui s'est fermée parce que ça aurait été d'ajouter à la convention de l'UNESCO qui a été faite en 2005, si je ne m'abuse, qui était pour protéger la diversité culturelle à travers le monde puis la promouvoir parce que c'était reconnu comme étant une richesse de l'expérience humaine sur Terre. Ce serait d'ajouter un protocole pour tenir compte de l'intelligence artificielle puis des plateformes numériques multinationales, internationales, mais en tout cas multinationales. Et bon, ça, la petite fenêtre, s'est fermée parce que ça a eu lieu le 19-20 juin dernier. Cependant, tu sais, le Québec, à l'UNESCO, il n'y a pas une voix. Il est comme assis un peu sur un petit banc à côté. Là. Il n'y a pas vraiment une réelle voix. Comme s'il n'était pas indépendant, mettons. Exact. Comme s'il n'était pas indépendant. Mais il y a quand même, notre ministre de la Culture, il a quand même tissé des liens depuis un an, beaucoup à travers la francophonie. Donc, il y avait, j'espère, un pouvoir d'influence sur rassembler les gens autour de cette idée-là. Et le ministre Guilbeault du Patrimoine et de l'identité canadienne, maintenant, a quand même mentionné notre manifeste pendant ces 2 jours-là à l'UNESCO, ce qui nous a pas rendu peu fiers. Donc, première des choses, ça. Réunissons-nous avec les autres cultures pour qui c'est un enjeu, puis travaillons ensemble pour trouver une façon d'encadrer. L'autre chose, c'est nos lois. Il faut que nos lois se modernisent. La loi sur le droit d'auteur qui reconnaît que l'œuvre créée par un humain emporte des droits puis que c'est ça qui fait vivre l'artiste. Est-ce qu'il y a une œuvre créée par l'intelligence artificielle? Exemple, je ne sais pas si tu avais vu ça passer, là, il y a le producteur de musique américaine Timbaland là, qui a comme signé une artiste AI. Dans le fond, la musique est faite par intelligence artificielle, son image est faite par intelligence artificielle, mais c'est comme sous son étiquette, donc c'est lui qui en tire probablement les profits. Mais toute la musique est générée par intelligence artificielle. Est-ce qu'une musique générée par intelligence artificielle peut avoir un droit d'auteur? Est-ce qu'il peut appartenir à quelqu'un? Ou bien... Pour nous, la loi canadienne, le droit d'auteur est lié à un être humain. Pour nous, l'esprit de la loi est clair là-dessus. Je pense pas qu'on a non plus de gens qui défient ça, là. C'est clair. Mais l'humain Mais dans la derrière... loi actuelle, si une intelligence, parce qu'elle n'a pas été modernisée, donc l'intelligence artificielle n'apparaît pas dans nos lois, ni dans les lois américaines d'ailleurs. Donc, si aujourd'hui, je possède une intelligence artificielle et je génère du contenu 100% artificiel, bon, une chose, j'ai pas payé les droits à ceux qui ont nourri assez une intelligence artificielle pour créer l'œuvre que moi je crée comme productrice, mettons. Ouais. Et maintenant que je vais la mettre sous mon étiquette, la diffuser peu importe où, peu importe c'est quoi l'œuvre, en ce moment, c'est moi comme propriétaire de l'intelligence artificielle qui va emporter des droits. Ouais. Pour nous, c'est inacceptable. Ouais. Quelque chose qui a été généré par l'intelligence artificielle n'emporte pas de droits. Parce que je pourrais inonder l'Internet de musique que j'ai fait par intelligence artificielle. Puis, si je réussis à avoir assez d'écoute justement sur des plateformes comme ça, ben, faire un revenu avec ça, avec un travail minimal. Là, tu sais. Absolument. Mm-hmm. Absolument. Puis, ce étant, tu n'auras payé personne pour le travail qu'ils ont fait dans le passé. Fait que là, on s'entend qu'il y a plein d'artistes qui travaillent gratuitement pour remplir les poches d'étrangers, là, de 2-3 étrangers. On peut pas accepter ça comme société, là. C'est vraiment, c'est là où on est. On est devant quelque chose d'inacceptable qui se fait systématiquement en ce moment. Alors, oui, les lois ne sont pas adaptées. Donc, l'adaptation des lois à la modernité, à cette nouvelle réalité-là, ça, c'est l'essentiel des choses. Après, c'est la reconnaissance de tout ce qui est arrivé par le passé. Donc,
pourquoi on accepterait que ces gens-là qui ont nourri et alimenté tout ce qui a été ratissé par les intelligences artificielles, pourquoi il n'y aurait pas de droit là-dessus? Puisque c'est lucratif. Tu sais, c'est pas non plus... c'est pas pour le bien de notre âme ou c'est pas pour le bien de notre santé. D'après moi, quand à un moment donné, l'intelligence artificielle va aller fouiller chez les pharmaceutiques, là, d'après moi, ils vont avoir à payer des redevances. Mais chez les artistes, évidemment, c'est pas grave. Hein? C'est juste des œuvres culturelles. Moi, ça me fâche qu'on reconnaisse pas la valeur de ça. Là. C'est sûr que c'est tellement fondamental dans notre société. Si les gens pouvaient juste être plongés pendant 2 semaines dans un endroit où il n'y a plus d'artistes, où il n'y a plus de culture, où il n'y a plus d'œuvres, ils trouveraient le temps long, ils réaliseraient à quel point on est en train de se faire voler quelque chose de précieux. Faudrait qu'une œuvre générée par intelligence artificielle ait toujours un genre de tag ou un genre de... qu'il soit identifié, autant pour les œuvres, mais autant que pour les nouvelles, pour les images qu'on voit, parce que là, l'Internet est rendu inondé d'images de fausses nouvelles générées par intelligence artificielle, fait que c'est extrêmement dur de voir le vrai du faux. Puis moi, je suis persuadé que les gens... ils ont envie de consommer de l'art qui a été fait par un humain. Là, absolument. Puis je suis persuadé que si tu le sais, que l'image que tu regardes ou que la toune que tu écoutes a été faite par l'intelligence artificielle, ça se peut que tu t'y intéresses moins que savoir que ça a été fait par des vraies personnes à la sueur de leur front. Là, mais tu sais, assurément, je sais pas, moi, j'imagine que les gens vont pas résister à aller voir un X-Men entièrement généré par intelligence artificielle, parce que j'imagine qu'ils vont se dire que les cascades vont être extraordinaires, là, ça n'aura même pas de bon sens, c'est inhumain et tout, même si ça l'est déjà, là, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus. De l'autre côté, si tu veux voir un film d'auteur qui te parle de sentiments humains, de tragédies humaines ou de grands bonheurs humains, là, je pense que tu veux que ce soit écrit par un humain et joué par un humain. C'est ça, puis je veux juste terminer avec la transparence. Tu sais, un principe, nous, sur lequel on demande à tous les gouvernements d'agir, c'est le principe ART qui fait art, qui est autorisation. Donc, je veux te donner mon autorisation pour que tu prennes mes œuvres pour nourrir de l'intelligence artificielle. Dans quel cas, je demande une rétribution. Donc, il faut que tu me payes pour ce que tu utilises. Puis la transparence est pour l'artiste, mais surtout pour le public. Mais oui. Qui sache qu'est-ce qu'il est en train de consommer. Et moi, je pense vraiment que il n'y a rien qui va remplacer jamais le contact avec un artiste. Ça va jamais être remplacé. Je pense que l'intelligence artificielle en ce moment, puis de ce que tu m'as parlé tantôt, ça fait beaucoup de sens. Je pense que c'est fait beaucoup pour des trucs que les gens ne consomment pas de façon active, de façon proactive. Fait que c'est juste pour, par exemple, tu mets de la musique lors d'un souper entre amis, ça se peut que 75% en ce moment de ta playlist, ce soit des bands qui n'existent pas pour vrai, ce soit de la musique. C'est comme on parlait tantôt. Là. Mais quand proactivement tu choisis de consommer une œuvre artistique, les chances sont que ça va toujours être fait par un artiste parce que tu choisis quelle chose tu consommes, tu sais. Quand tu choisis un billet d'un show, le show, ça sera jamais remplacé, mais quand tu choisis même une playlist sur Spotify que activement tu as choisi, puis tu fais pas juste mettre genre souper entre amis, puis là, tu cliques là-dessus, puis c'est juste des tunes que tu connais pas parce que c'est des tunes qui n'existent pas pour vrai, ben, je pense que si proactivement tu choisis de consommer de la culture, je vois mal comment l'intelligence artificielle pourrait venir prendre une place là-dedans. Tu sais. Non, puis c'est sûr que les arts vivants, où est-ce que tu as littéralement un humain en face de toi, ça va continuer d'exister. Moi, je pense que c'est l'avenir. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'on va de plus en plus avoir besoin de ça. Plus le monde va se digitaliser. Mais d'aller au théâtre, d'aller voir des shows. Mais c'est juste dommage pour ceux, mettons, je sais pas, Jean-Michel Blais qui fait du piano néoclassique, que lui, une partie probablement de ses revenus, c'était ses pièces sur des playlists de piano, puis que c'était ça qu'il faisait, puis là, ça, c'est relativement facile à remplacer. Exact, c'est ça. Pour de la musique, justement, que tu n'écoutes pas de façon proactive, parce que quelqu'un qui veut écouter un album de Jean-Michel Blais, il va aller écouter l'album de Jean-Michel Blais. Puis, mais là, après ça ramène la question qu'on parlait tantôt, que là, tu vas sur sa discographie, puis il y a 2 albums sur sa discographie, c'est pas lui. Puis les pièces qui sont sur la playlist sur laquelle il était avant, puis laquelle il est plus, ont été basées sur ces pièces à lui. Oui.
Ah, Mais exact. et c'est ça qui est terrible parce qu'on paye pas pour, mais on réalise pas qu'il a travaillé. Exact. Il a travaillé pour ça, là. Puis je trouve que c'est un bon exemple que tu donnes parce que le piano, tu sais, le côté instrumental, néoclassique, tout ça, là, c'est ce qui est le plus copié en ce moment, là. Puis les arts, pour revenir aux arts vivants, tu sais, il reste que on est en train de s'aligner pour être seul devant nos écrans, tout le monde, là, tu sais. Puis en plus, avec le développement de l'intelligence artificielle, il y a du monde qui ont carrément comme l'impression d'être avec un ami, là, avec leur intelligence artificielle. Mais, tu sais, il y a quelque chose qui a été perdu avec... Puis je suis pas une personne religieuse, mais il y a quelque chose qui a été perdu avec la messe du dimanche, là, tu sais. Il y a quelque chose que tous les patelins se ramenaient là, puis là, c'était l'occasion de se souder comme communauté, tu sais. Ça, on l'a perdu. Puis c'est les arts vivants qui recréent ça maintenant, là. C'est là où tu t'en vas avec tous tes voisins, regarder un festival, un gros show, un petit show, quelqu'un qui dit de la poésie, une petite galerie. C'est là que tu te retrouves avec ton concitoyen en train de te faire parler de toi sur le territoire du Québec. Mais ça, là, c'est hyper précieux. Les gens ont oublié à quel point ça existait depuis que l'humain est humain et qu'on ne peut pas perdre ça pour se mettre devant des écrans à consommer des choses qui nous viennent d'ailleurs, qui nous parlent pas de nous, quasiment jamais, qui parlent pas notre langue, sauf si elle est doublée, et donc dans un français qu'on parle pas dans la rue. C'est comme perdre notre âme. Tu sais, c'est vraiment... Les arts vivants, il faut... j'ai déposé récemment un mémoire pour le projet de loi 84 sur l'intégration des nouveaux arrivants. Puis j'ai dit, mais si on les amène pas vers nos arts vivants, là, mais on va les perdre, ces gens-là. Puis en plus, on leur donnera pas le bonheur d'avoir un sentiment d'appartenance. Tu sais, de se dire, hey, je vais aller dans ma petite scène de quartier, il y a un chansonnier, ah ben, gadon, c'est mon voisin. Ah, il parle français. Ah, il vient d'Amérique latine comme moi. Ah, OK. Bon, moi, je suis grecque, mais je personnifiais quelqu'un d'autre. Fait que, il y a comme quelque chose qui va se perdre si on revalorise pas les arts vivants. Puis je suis toujours inquiète quand je vois un siège vide dans une salle de théâtre. Moi, je suis surtout comédienne de théâtre. Je me dis... Caroline, où c'est qu'on l'a échappé, le spectateur qui est pas là? C'est-tu parce que le billet est trop cher, ce qui est une chose, mais c'est-tu parce qu'on lui a jamais montré qu'est-ce qui se passe dans nos arts vivants? C'est-tu parce que personne lui a donné l'opportunité de s'intéresser à ça? Il a peut-être manqué dans son entourage d'une espèce de amour de la culture, tu sais. C'est Simon Brault qui disait récemment, faut redévelopper la culture de la culture, tu sais, se donner le goût de la culture québécoise. Mais nos jeunes sont en train de le faire. Ça me ravit. Il y a une phrase que le ministre Lacombe a dit plusieurs fois quand il est venu au podcast. Il disait on peut pas aimer ce qu'on connaît pas, tu sais. Oui. Puis en parlant justement de mettre de l'avant la culture québécoise, la découvrabilité sur les plateformes pour que les gens puissent la découvrir. Puis une fois qu'ils la découvrent puis qu'ils savent que ça existe, ils pourront bien choisir d'écouter ce qu'ils veulent, mais ils ne sont même pas exposés à du cinéma québécois, de la musique québécoise, puis toutes les formes d'art québécoises, finalement, c'est dur de s'y intéresser. Puis il y a de moins en moins... Comme les gens migrent vers ces plateformes-là, ben, il y a de moins en moins de manières de se faire connaître puis de se faire découvrir par les gens. Fait que c'est ça. Il faut absolument pousser ça pour qu'on puisse... Puis aussi, on a un enjeu de... renaissance de notre culture, tu sais, d'une certaine façon, parce que c'est vrai qu'on a un grand territoire, puis c'est vrai qu'on pourra pas éternellement dire non, les gens qui sont dans la misère ailleurs, là, nous autres, on veut pas, là. Non, on pourra pas faire ça. Il va falloir qu'on ouvre nos portes à un moment donné, comme drastiquement. D'ailleurs, on en a besoin, parce qu'il faut que quelqu'un paye pour ces routes-là. Clairement, on n'est pas assez pour payer pour ces routes-là, là. Donc, Quand je regarde les réfugiés, par exemple, mon frère, il enseigne en classe d'accueil avec des élèves qui arrivent et qui ne parlent pas un mot de français souvent, là, pas un là, en septembre, OK? Il dit, Tania, il dit, pendant 6 heures de temps dans ma classe, je suis le seul contact à la culture québécoise qu'ont ces jeunes-là. Si je les amène pas entendre la musique, voir un show, si j'en mets pas dans ma classe, il dit... Ils rentrent chez eux, là, leurs parents non plus parlent pas français. Fait qu'ils n'ont pas tendance à
regarder les émissions dont ils comprennent pas la langue. Tu sais, ça va peut-être venir dans 2-3 ans, mais c'est tout de suite qu'il faut leur donner ce droit-là de se sentir appartenir à une société, qu'une société se soucie d'eux. Tu sais, c'est à quel point on va les échapper, ces jeunes-là, je ne le sais pas, tu sais. Ouais. Mais il faut que les écoles, puis là, ils viennent de couper 560 millions en éducation. Ça ne va pas aider la culture, là, ça, là. Mm-hmm. Ils vont y aller de moins en moins. Donc, pour moi, c'est vraiment important. Les expériences culturelles d'une génération, là, mettons, je ne le sais pas, là, un concert. Vous parliez des Cowboys fringants, justement, quand le ministre est venu. Tu sais, ça, c'est une expérience culturelle générationnelle, multigénérationnelle même. C'est comme tout le Québec connaît ça. Ouais. Ça nous en prend. Ça nous en prend. C'est ça qui nous définit, tu sais. Il y a la culture populaire, il y a la culture plus alternative, plus marginale qui vient aiguiser l'esprit, là. Ouais. Mais ça, c'est comme dire, hey, moi, je suis dans cette gang-là. Ouais. Mais c'est ça le rôle de la culture dans une société. C'est de dire, t'es dans notre gang. Oui, absolument. Quand on regarde justement, tu sais, pour aller sur une note d'espoir, tu sais, justement, quand on regarde le sondage pour la souveraineté chez les jeunes qui est on sent que un genre de renouveau d'intérêt à la culture québécoise. Puis, tu sais, comme le rappeur qui est viral sur TikTok, Kinji, je pense qu'il s'appelle. Kinji. Qui a des millions d'écoutes, qui fait ses clips, qui fait de la musique rap, qui parle de souveraineté avec un drapeau du Québec sur le dos, puis que lui, je pense qu'il est d'origine sud-américaine ou je sais pas trop. Tu sais, il est pas né au Québec, en tout cas. J'ai-tu entendu Portugal? Peut-être Portugal aussi. Je me trompe peut-être. Là, mais en tout cas, puis que toute une génération aussi de jeunes, peut-être, ben, justement, qui sont d'origine, de toute origine, qui viennent au Québec, qui peuvent s'identifier à un gars comme lui. Je trouve ça inspirant. Je trouve que ça donne espoir en la future puis en la relève. Puis c'est la seule issue possible. Tu sais, moi, mes parents sont arrivés de Grèce, puis ma mère, elle s'est rendue compte qu'il y avait un ghetto grec important à Montréal. Elle a dit à mon père, je pense qu'on devrait aller s'installer à Québec. Fait ils se sont installés à Québec, puis on est nés là. Puis ma mère a toujours dit, elle dit, c'est parce que je voulais pas que vous viviez comme des Grecs au Québec. Je voulais que vous viviez comme des Québécois au Québec. Tu sais. Elle dit, c'est votre terre natale. Elle dit, je voulais que vous parliez français comme tout le monde et tout. Donc, moi, j'ai été beaucoup entourée de culture québécoise. À Québec, il y avait 200 Grecs à l'époque. Fait que, tu sais, évidemment, tout le monde me demandait d'où je venais parce qu'à l'époque, j'avais des cheveux très noirs. Bon, ils réalisaient que j'étais probablement sud-américaine. Ils devinaient pas que j'étais grecque, là, mais il reste que c'est quand même parce que j'ai été trempée dans la culture québécoise que je me sens fondamentalement québécoise. Exact. Je veux dire, il n'y a pas un Grec qui me demande d'où je viens. Là, ils savent quand je vais là que je suis grecque. Ouais. Mais ici, dès que j'ouvre la bouche puis que les gens m'entendent, ils se posent pas la question. Ouais. Ah, ben non, elle est québécoise, là, tu sais, c'est clair. Ben oui. Non, c'est ça. Puis ça rejoint encore plein des thèmes. On a reçu Jean-Martin Hossan ce matin. On a parlé beaucoup de souveraineté. Puis le projet du Québec du futur, il faut qu'il soit inclusif. Puis je pense qu'il... ben oui. Puis c'est ça qui est formidable avec la jeune génération. C'est qu'ils l'envisagent pas beaucoup comme la génération avant vous, ou quasiment égale à moi, mais un petit peu avant moi quand même. Moi, c'est sûr que j'ai toujours été... une fervente québécoise par le cœur. J'ai un sang 100% grec, mais le cœur, l'esprit, c'est complètement québécois. En Grèce, c'est quand je commence à discuter avec eux qu'ils me disent « Mais en fait, t'as grandi où, toi? » Parce qu'ils voient bien que j'ai pas la même mentalité. Ouais. Puis je trouve que les jeunes... très jeune, la génération Roblox qu'ils appellent, je trouve que c'est des jeunes qui, pour eux, là, la dualité anglais-français n'existe pas. La dualité immigrant pur laine n'existe pas. C'est à partir du moment où tu es né ici, où tu aimes le Québec, où tu décides que tu es Québécois, puis que tu vas habiter ce territoire-là, on peut-tu commencer à se concentrer sur notre avenir commun plutôt que notre passé disparate? Non, on s'en va à la même place, toute la gang. Là. Ceux qui habitons le territoire du Québec, on s'en va là. Pour moi, c'est ça l'avenir du Québec. Absolument. Superbe façon de terminer le podcast. Merci beaucoup, c'était vraiment apprécié. C'est un grand plaisir, c'est une belle discussion, plein de beaux défis à venir, mais on baisse pas les bras. Mais j'aime l'optimisme aussi dans ta voix. Là. Au-delà des sujets très pessimistes, on garde un esprit optimiste à travers tout ça. C'est le fun. Ben moi, j'ai confiance aux Québécois, vraiment, aux Québécoises. J'ai vraiment confiance qu'on est capable de grandes choses. Je suis pas la première qui le dit d'ailleurs. Puis... j'ai confiance aussi qu'on va être des leaders sur cette
protection-là parce qu'on est quand même dans une situation particulière, là, les quelques millions de francophones au milieu d'un océan anglophone. On va être des précurseurs, puis je pense qu'on va être des leaders très positifs dans le monde pour préserver nos cultures locales. Yes. Merci beaucoup. Merci à maman. vous.